Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir sur le nouveau podcast d'Ecolosport. Ecolosport, le podcast est une série de 17 épisodes consacrés aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, qu'on appelle aussi ODD, appliqués au monde du sport. Au programme de chaque épisode, un sportif de haut niveau nous parlera de son engagement et une association, fondation ou ONG en lien avec le sujet interviendra en deuxième partie. Dans ce podcast, nous allons explorer comment le sport peut contribuer à la réalisation des ODD et comment ceux-ci peuvent soutenir le développement du sport, qui est plus qu'un simple divertissement aujourd'hui, c'est également un moyen puissant pour améliorer la qualité de vie des individus et des communautés. Ce troisième épisode est consacré à la consommation et production responsable, l'ODD numéro 12. Dans la deuxième partie de ce podcast, je recevrai Anna Grill, vice-présidente de l'association World Cleanup Day France, l'association qui nettoie la planète à travers une journée mondiale dédiée. La prochaine a lieu le 16 septembre 2023. Mais avant cela, je reçois un champion du monde, le champion du monde 2017 du 800 mètres, Pierre-Ambroise Boss. Celui qui prépare activement les Jeux Olympiques de Paris 2024 s'engage aussi pour la protection de l'environnement, à travers l'organisation d'événements, des plugins, des prises de parole et une marque de vêtements éco-responsable dont il est ambassadeur. Je suis Michael Ferrizi, fondateur d'Ecolosport, le premier média spécialisé dans la transition écologique de ce secteur, un média positif et engagé pour un sport durable. Je vous invite d'ailleurs à nous suivre sur ecolosport.fr et sur nos différents réseaux sociaux. Ecolosport, le podcast, c'est avec 2D et ça commence maintenant. Bonjour Pierre-Ambroise. Salut, comment ça va? Ça va, merci et toi? Très très bien. Merci de venir à notre micro. Je précise tout de suite que tu es dans un café. Il y aura un petit peu de bruit derrière toi. J'espère rien de gênant. Je suis très heureux de te recevoir parce que je me souviens encore de ce finish incroyable en 2017 lorsque tu deviens champion du monde du 800 mètres. Mais tu n'es pas là pour ressasser ces bons souvenirs, plutôt pour nous parler de sport, d'environnement et de l'ODD numéro 12. Avant de démarrer, pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent peut-être pas, qui es-tu et peux-tu nous parler de ta carrière ? Eh bien, merci pour cette petite intro. Qui je suis? C'est toute la question, hein, tu sais. On ne se connaît pas vraiment à 31 ans encore, mais petit à petit, c'est vrai que brique par brique, je comprends un peu mieux qui je suis. Mais bon, je suis bien entendu un petit garçon issu du monde du sport. Donc, très rapidement, il a fallu que je m'adapte dans un monde assez particulier. C'est le monde de l'athlétisme. Je suis rentré très rapidement dedans, donc à 7 ans, j'ai commencé l'athlé. Bon, j'ai commencé par le rugby d'ailleurs, mais j'ai bien vu que j'étais trop gringalet pour, pour ce sport. Et puis j'ai suivi les traces de ma sœur qui gagnait les petites courses, qui a 3 ans de plus que moi et qui ramenait les courses qui ramenait les coupes à la maison. J'étais un petit peu jaloux. Donc j'ai suivi ses traces. Très rapidement, je suis rentré dans ce monde. Un monde, c'est la vallée de l'humilité, hein, l'athlétisme. Hein. T'es sans cesse en train de perdre. T'as l'impression que tu deviens le meilleur de ton quartier et puis tu passes dans le district, tu perds. Puis soudainement, tu gagnes le district et tu te retrouves dans la région. Tu te fais éclater. Ben voilà, c'est la même chose jusqu'au très haut niveau. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi. C'est, et voilà, il y a toujours en train de découvrir des nouvelles personnes puisque c'est un sport qui est très accessible. Alors bien sûr moins qu'avant, puisque maintenant une paire de chaussures ça vaut 300 euros. À l'époque ça en valait 100, donc c'est quand même encore une époque différente. Mais donc voilà, j'ai grandi là-dedans. J'ai fait un cursus, on va dire classique euh, d'un sportif français, c'est-à-dire que j'ai fait lycée au sport-études à Bordeaux, et puis après je suis arrivé à l'INSEP à partir de 18 ans. Et j'ai pas fait d'études. Donc j'ai bluffé mes parents. Je leur ai dit, écoutez, je vais aller à l'INSEP, je vais faire kiné. Sauf que moi, dans ma tête, je voulais faire sportif de haut niveau. Et j'ai en quelque sorte réussi mon coup là-dessus, mais c'était un pari qui était vraiment loin d'être gagné. Donc j'ai fait 6 mois de sport-études, enfin plutôt d'option kiné. STAPS option kiné, ça s'appelle. Mhm. Et puis finalement, ma carrière a commencé comme ça. Donc après, j'ai totalement négligé les études et je suis parti vraiment dans le sport. Et puis ma carrière a été en dents de scie un petit peu. Pendant longtemps, c'était sympa. J'avais pas de blessures et je faisais que monter au niveau des performances. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me blesser. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, un petit peu
voilà, en accord avec ce que je fais dans le sport, mais surtout, voilà, je suis un athlète très engagé, donc j'ai beaucoup d'énergie à dépenser dans d'autres sujets aussi que le sport. Sur notre site écolosport.fr, nous t'avions déjà interviewé au sujet d'un plugging que tu avais effectué en Guadeloupe où tu te préparais. Nous avons aussi évoqué les EcoSport Challenge organisés à Lille ou à Lyon. Avant de revenir sur ces événements, pourquoi as-tu décidé de t'investir dans ce combat qu'est la protection de l'environnement? Comme tout le monde en fait, hein, moi je geek un petit peu les vidéos YouTube et tout, puis je suis tombé sur des reportages qui m'ont brisé le cœur. D'abord plutôt sur la maltraitance des animaux, puis après voilà le fait de la sensibilisation sur la viande rouge et tout, faut arrêter d'en manger. Donc ça c'est parti de ça, et comme moi je suis pas du tout extrémiste en fait, j'ai plutôt eu tendance à euh, essayer d'oublier au maximum ce truc-là, avoir des œillères, parce que sinon ça te bouffe en fait. Et comme je suis plutôt quelqu'un de jovial dans la vie, c'était assez contradictoire, on va dire, dans ma tête. Et puis petit à petit, en fait, t'as aussi tes amis qui t'y amènent. Et donc moi, il y a un mec qui s'appelle Brian Cantero, qui est mon agent aujourd'hui et qui est un de mes meilleurs amis, qui un jour, effectivement, m'a fait découvrir le blogging. Donc on était allez, une vingtaine de coureurs à Lyon. On se connaissait pas là. C'était un groupe Facebook ou je sais pas exactement comment ils ont fait ça. Je crois que c'était avec le World Cleanup Day, l'association qui fait pas mal de clean-up en France. T'es pas obligé d'être coureur, hein, puisque de toute façon c'est totalement antinomique de ramasser des déchets et de courir en même temps. En fait, c'était plutôt, on se retrouvait avec nos petits sacs poubelles et puis on Ouais. allait laver les rues entre guillemets. Il y avait pas, il y avait du sens sans en avoir, puisque on revalorisait pas les déchets derrière. Enfin, on les amenait à la ville ou à la préfecture. Voilà, ça allait pas plus loin. Moi, je me suis jamais posé la question de qu'est-ce que les déchets devenaient, est-ce qu'ils avaient une seconde vie ou pas. C'était plutôt un acte citoyen où tu te rejoignais entre personnes qui avaient du temps à perdre. Donc à ce moment-là, j'étais en vacances. C'était juste après des championnats, je sais plus lesquels, il y a quelques années. Et puis je me suis retrouvé dans mon lit tout seul le soir. Et putain, c'était fou quand même. C'était fou ce truc-là. C'est pas grand-chose quoi, mais il y a eu des réactions super bizarres en fait. Les gens ils nous applaudissaient des fois, ou alors ils nous disaient regardez c'est ici un mégot là juste devant moi, bah, venez le prendre. Il y avait, je sais pas, c'était une ambiance un peu spéciale et ça m'a marqué. Et je me suis dit à ce moment-là, ok, il faut que ça devienne ludique ce truc parce que pour l'instant on est complètement ridicule. Ça n'a aucun sens ce qu'on fait et ça servira jamais à rien. Donc, à part se faire un peu juger par deux, trois personnes et se faire applaudir par d'autres, il n'a rien se passé. Et en fait, avec Brian, bah, c'est là en fait qu'on s'est mis à discuter. C'est là que sont nés les festivals en fait. Ce dont on va parler, j'imagine, par la suite. Mais c'est comme ça que c'est venu pour moi en fait. Et puis, bah après, voilà, je me suis mis à mater les vidéos de Jean Covici comme tout le monde, hein, enfin comme tout le monde qui s'intéresse au sujet, on va dire. Ouais. Mais petit à petit, on a un peu plus de connaissances. Hein. Je suis pas le plus cultivé sur le sujet. Moi, mon idée, c'est de m'amuser et c'est de sensibiliser les gens aussi ce que moi j'ai compris. Voilà, au moins, c'est la base. Voilà, on va pas parler d'énergie, on va pas parler de trucs de multinationales, d'usines à charbon, ou de choses comme ça, mais c'est des choses faciles en fait, les déchets. Oui, c'est quasiment le plus simple. Bah oui, oui, bien sûr. Donc, voilà, en plus, nous, on fonctionne avec du local et tout. Donc, rien de plus simple en vérité. Justement, venons-en au prochain Lille EcoSport Challenge. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, quand aura lieu l'édition 2023 et ce qui est prévu? Ouais, absolument. Alors, le l'EcoSport Challenge, en fait, c'est l'EcoSport Challenge et on le duplique dans plusieurs villes. Donc, la prochaine édition, qui est aussi la première, donc, qui a lieu le 17, enfin, 15 et 16 septembre prochain. C'est un festival sportif et culturel au service de l'environnement. Donc sportif bien entendu, puisque nous on vient du sport, mais on essaie de rajouter de la culture, parce que c'est quand même un volet très important en France, et que nous on adore la musique et l'art, donc il fallait absolument essayer de réunir tout ça dans un même principe. Donc, notre festival en fait se déroule en trois parties. Il y a une partie le vendredi
qui est dédié aux entreprises. Donc on crée un challenge spécial pour les entreprises D'accord. où elles vont réunir, chaque entreprise va réunir une quinzaine de personnes maximum pour créer une équipe et on va les challenger entre elles en faisant un clean-up de 3 heures dans les rues. Donc là, en l'occurrence, ça sera dans les rues de Lille. Il n'y aura pas dans la métropole, ça sera vraiment exclusivement dans la ville. Ok. Challenge connecté avec une application partenaire qui s'appelle Trashpotter. Donc, à chaque fois que tu rentres, tu finis de ramasser une bouteille de mégot claque, tu le rentres dans l'application et ça crée un classement en live et le challenge devient très ludique. Donc on a rajouté pas mal de petits défis. Je sais pas, je vais prendre un exemple du meilleur cri de guerre, l'objet le plus insolite. On a pas mal on doit distribuer des cendriers de poche aux 50 premières personnes qu'on croise. C'est des choses comme ça, donc qui rapportent des points. Et oui, tu vois, on est toujours un peu dans la compétition, nous, c'est un peu notre truc. Euh, et à l'issue de ces 3 heures, bah, on récompense en fait toutes les équipes et surtout on récompense les équipes qui ont gagné parce que le classement à points se fait en fonction aussi de 3 typologies de déchets qu'on va revaloriser derrière avec des partenaires justement. Donc on va avoir le plastique avec Lemon Tree qui va devenir de l'isolant. On a les canettes métalliques avec canettes partage. Alors les canettes vont être valorisées en argent avec des ferrailleurs du coin et ça va être envoyé dans des associations à but pour les enfants défavorisés. Et puis notre fil rouge de l'événement sur les 3 jours, ça sera, enfin sur les 2 jours et demi, ça sera le mégot surtout. Donc on se focalise sur le mégot puisqu'on peut le revaloriser avec un partenaire qui s'appelle Mégot qui vient de Brest et qui en deviendra du mobilier urbain. Voilà, donc des Ok. bancs, des poubelles qu'on va proposer en fait aux entreprises qui auront participé à notre challenge. Donc elles pourront acheter derrière un banc qui sera en plus à coût réduit. Pour vous donner un ordre d'idée, un banc c'est une trentaine de milliers de mégots. Ok. C'est important. Voilà. Voilà, en fait, il en fait du plastigo. D'ailleurs, ceux qui voudront être présents ce jour-là, ils sont les bienvenus. On va avoir un village, un énorme village très vivant au pont de la Citadelle. Donc pour les Lillois, je suis sûr que vous connaissez cet endroit. Ce fameux Bastien qui est de Mégot va amener une usine portable. Donc on verra directement comment ça fonctionne. Quand il rentrera des mégots dedans, il fait une sorte de plastigo, donc c'est une petite plaque de plastique, voilà, et il en fait du mobilier urbain avec ça. Donc nous, c'est trop bien d'apprendre ces choses-là. On aurait pu bosser avec Xiao Mego, que les gens connaissent plus, parce qu'il est passé sur France Télé, je crois. Lui, il en fait de l'isolant, donc doudoune, et pas, il en fait aussi de l'isolant pour l'architecture et tout. Donc très sympa. Voilà, Ok. je vais être un peu plus bref. Le samedi, c'est le grand public. On a notre village avec tous nos exposants. Un challenge ambassadeur avec de nombreux influenceurs, personnalités publiques, pareil, qui vont se challenger entre elles. Ce sera en plus un challenge entièrement filmé. Et puis, on finit par emboîter pour fêter le record, puisque bien entendu, on va essayer de battre le record du monde du ramassage de mégots, qui est d'1 million. Félicitations à eux, mais les gars, vous allez bientôt vous faire dépasser, c'est obligatoire. Non, mais c'est un challenge bienveillant, bien entendu, hein. Évidemment. Et puis, donc, on finit par un concert pour l'écologie. Voilà, on rajoute encore plus de l'art par rapport à la dernière fois et de la musique. On va faire un concert au Couvent, donc très orienté house disco, un peu électro, avec quelques groupes et pas mal de DJ. Donc on a une line-up très intéressante dans un lieu très atypique qui s'appelle le Couvent à Roubaix, qui a été rénové. Donc nous, on est Génial. super emballés, on a hâte d'être à ce moment-là. Et Ouais. après, on le duplique dans plusieurs villes. Voilà, et la prochaine édition a lieu 15 et 16 septembre prochain. Ok, super. On le sait, le changement climatique est dû aux activités humaines et notamment à la production et à la consommation. C'est l'objet de cet épisode, c'est l'ODD numéro 12. En tant qu'athlète, toi, de haut niveau de surcroît, est-ce que tu ressens ou est-ce que tu constates les effets du changement climatique sur ta pratique au quotidien? Est-ce qu'elle est impactée? Et comment tu réussis ou pas à t'adapter? Alors, si tu veux, moi j'étais un athlète pas si bienveillant que ça pendant longtemps, enfin, à titre écologique. C'est-à-dire que je suis rentré dans le grand bain assez rapidement, vers 18 ans, puis j'avais un groupe d'entraînement où on partait en stage, à droite à gauche. J'avais aucun problème avec ça, donc on allait au Portugal, on allait en Espagne, on allait au Mexique, en Australie, assez loin, tu vois, en Afrique du Sud notamment.
on avait premièrement une empreinte carbone désastreuse, mais je m'en rendais pas compte, hein. Moi, je découvrais le monde et puis il faut dire aussi qu'on en parlait moins, que les gens étaient moins sensibles à C'est vrai. ça et moins sensibilisés. Mm. Et puis quand tu as 18 ans, je peux te garantir que tu découvres le monde, c'est c'est au-dessus de toi, quoi, tout ça, alors que c'est complètement ridicule de parler de cette façon. Et j'ai j'ai pas vraiment ressenti toutes ces choses-là, puisque t'étais aux quatre coins du monde, et puis c'est normal à ce moment-là que en Afrique du Sud, en janvier, ça soit l'été, et, euh, et qu'il fasse 40 degrés, tu reviens en France, il neige, il y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, une fois, je me suis retrouvé en Australie, à Melbourne. Alors ceux qui connaissent un peu Melbourne savent que c'est en journée, tu as les quatre saisons. Ouais, Et effectivement, je l'ai ressenti un jour. C'était au moment du trou de la couche d'ozone, là, tu te souviens de ouais, ce complètement. moment, comme s'il avait été recousu entre temps. Tu sais. Et, euh, et donc en Australie, il morflait grave avec ça, justement. Puis un jour, je vais sur la piste. Ah, j'avais une grosse séance à faire. Je me suis dit, bah, c'est simple, c'est impossible que je la fasse. Je pense qu'il faisait 55 degrés ce jour-là. Vraiment, c'était n'importe quoi, impossible même de transpirer, d'être humide et tout. Et donc je me pose sur la piste, je me suis dit, bah, je vais attendre peut-être une heure et demie, histoire de commencer à m'échauffer, parce que c'est impossible, quoi. Et puis là, il y a eu un vent. Je te jure, j'ai ressenti un vent glacial, comme si j'étais dans le pôle Nord. Et en quelques secondes, en moins de 30 secondes, il faisait 20 degrés, quoi. Ouais, d'accord. 23 degrés. Et là, j'ai dit, ok, il y a un truc qui va pas là déjà. Si ici ça commence à se passer comme ça. Et on le ressent maintenant. Euh, Ces choses-là, tu vois, bah après, ça s'explique hein, bien sûr du fait que la température au sol et celle de la stratosphère, elle soit euh, totalement différente. Donc ça va accentuer tous ces phénomènes-là. Mais on le ressentait pas au début. Euh, Surtout dans les endroits tempérés comme les nôtres. Ouais, c'est vrai. Et ça commence à être désastreux. Donc voilà, à ce titre-là, c'était l'objet de ta question ou j'ai peut-être pas compris en fait. Non, non, c'est ça. C'est comment tu réussis à t'adapter et comment ça a pu t'impacter dans ta carrière, dans tes entraînements. Donc ça répond un peu, oui, Bah, complètement. ouais, ouais, bah, c'est un sport assez facile, hein, l'athlé, hein, t'as pas besoin de grand-chose, hein, surtout quand tu fais du demi-fond, hein, t'as besoin d'une piste d'athlé et encore, elle est pas obligée d'être là tout le temps, hein. Une côte, une salle de muscu, maintenant il y en a partout. Donc voilà, on n'est pas toujours impacté non plus par la météo, mais je pense qu'à l'avenir, ça sera pas le cas de tout le monde, quoi. Je pense qu'en Europe, on va être exempté de tout ça pendant longtemps. Tu t'es également engagé auprès d'une marque de vêtements de sport durable, Beaumolet, qui propose des chaussettes et des t-shirts éco-conçus notamment. Une collection est issue de cette collaboration, ça s'appelle la Tornade. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Quelle est la genèse de ce rapprochement avec Beaumolet? Ouais, bah, Mollet, en fait, Flavien Taureau, c'est simple, c'est un pote. Donc, avec quelques autres potes, on était en GR, on faisait le tour du Kiras il y a encore 3 jours. Donc, moi, j'ai besoin aussi pour faire des collabs avec les gens, je pense, d'être ami avec eux, sinon c'est compliqué. Surtout à 30 ans, hein, tu sais, les cercles se diminuent un peu. Donc, voilà, je me suis engagé avec elle. C'est une collab, hein, c'est des collabs qu'on a fait. Donc, je suis pas égérie non plus Beaumolet. D'accord. C'est avec mon brin d'aura de sportif qui me reste, on essaye de faire, voilà, de donner un coup de main à ces petites marques, puisque il me disait encore que c'était vraiment très compliqué aujourd'hui de percer, de faire du made Ouais. in France, très très compliqué. Sinon, tu es obligé de faire des t-shirts à 70-80 euros, ce qui est pas non plus son cas, mais pas loin. Et il a un très petit circuit, mais il est obligé aujourd'hui de restructurer un peu, de changer d'idée, parce que alors pour l'instant il a une usine en France, mais qui tricote ses t-shirts par exemple, mais il est obligé de passer par un truc en Italie. Donc évidemment le circuit de valeur est petit, mais aujourd'hui il me dit je vais peut-être devoir arrêter le Ouais. t-shirt parce que je rentre pas dans mes frais et compagnie. Alors que ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Mais il me dit, tu vois, à l'époque, quand j'ai commencé, ben, on était quasiment les pionniers à faire des bouteilles plastiques, enfin, à faire des t-shirts à base de bouteilles plastiques. Maintenant, ça y est, toutes les autres grosses marques, Nike, Puma et tout, elles se mettent à le faire. Donc moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans? C'est quoi ma plus-value à moi? Donc tu vois, il va peut-être devoir se rabattre sur les chaussettes, mais il kiffe faire des t-shirts.
Et on parlait de ça, donc je lui dis, mais tu sais, j'ai envie de te dire, tant mieux si elles s'y mettent en vrai. Tant pis pour toi, je suis d'accord, mais toi, tu es tellement intelligent, tu es tellement bienveillant que tu vas réussir à trouver Mm. quelque chose Ouais. qui va te faire rentrer dans tes frais. Mais si les grosses marques sont obligées de le faire, bah, qu'elles le fassent et ça nous va très bien. Nous, on sait qu'au fond, tu auras contribué à tout ça, tu vois, à la fast fashion, à la détruire peut-être un peu de l'intérieur, quoi. C'est effectivement une bonne nouvelle. Ça, y a pas de doute. Moi, en tout cas, je suis hyper fier de ces gens-là et tant que je pourrais leur donner un coup de main, je continuerai à le faire. Parce que pendant longtemps, j'étais sponsorisé par des grosses marques et quand je repense au nombre de colis qu'on recevait et tout, c'était ridicule. On revient sur le plan sportif parce que la prochaine énorme échéance pour toi, évidemment, ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. L'organisation des Jeux veut les rendre responsables. J'imagine donc que tu es sensible à cette démarche. Est-ce que tu la soutiens et est-ce que tu es attentif à ce qu'ils mettent en place? Ouais, bien sûr, bah, ce genre d'événement euh, planétaire fait bouger de toute façon les choses. Et ça, c'est bien. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à faire ce qu'ils veulent? Oui, alors, j'ai suivi, hein, bien sûr, hein, les logements, le village, les navettes autonomes, ça existait déjà, hein, de toute façon. Mais ce que j'ai adoré, moi, c'est surtout ce qu'ils ont fait avec la scène. Il était temps, hein. Je me souviens plus d'ailleurs comment ça s'appelle en architecture, là, l'énorme tube là qu'ils ont mis en place là jusqu'à pour déverser les eaux de pluie et tout. Bah, c'est ça qui pollue la Seine en fait, tu vois. Mais même ça, on le savait pas finalement. Euh, c'est ouf qu'ils aient mis autant de temps à réagir, alors que c'est pas non plus des coûts astronomiques par rapport à ce qu'ils dépensent sur d'autres choses, quoi. Donc voilà, ça, ce sont des bonnes idées qui vont perdurer, parce que les gens, ils ont dit, ils vont assainir la Seine, et puis 2 mois plus tard, il n'y aura plus rien. Bah si, quand tu regardes le système qui est mis en place, moi je pense que c'est assez intéressant au contraire. Donc oui, je soutiens bien sûr, et, euh, et tant mieux qu'il y ait les Jeux à Paris. Alors, je ne sais pas s'ils seront réussis sportivement, franchement. Par contre, ça, c'est un autre sujet. Je suis pas sûr que le gouvernement ait mis en place assez de choses pour que les athlètes français soient mis dans les bonnes conditions. Mais une petite punchline, ça leur fait pas de mal non plus. Mais, euh, mais bon, au niveau écologique, au moins, je pense que la charte sera respectée. Et ça fait plaisir. Dernière question, Pierre-Ambroise. Comment imagines-tu ton sport dans le futur et comment rendre l'athlé et même le sport en général plus durable? Waouh. Eh bien, moi, je suis pas pessimiste de base ni cynique, mais force est de constater que les secteurs tertiaires plus tard vont disparaître. Je pense que les gens auront toujours besoin de rêves, et les gens souvent rêvent via le sport, hein. Tu vois, moi, je rêve aussi via le sport. Je suis toujours emballé de. Alors, je suis moins passionné, bien sûr, par rapport à l'athlétisme qu'avant, tu vois. Là, je regarde les championnats du monde, mais parce qu'il y a des Français et tout, parce qu'il y a des gens que j'apprécie, pas forcément que des Français. Je regarde d'autres sports, Alcaraz, Djoko, j'ai regardé. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui resteront, mais j'ai quand même peur que les héros d'aujourd'hui ne soient pas les héros de demain, notamment il y a des choses à faire avec le foot. On peut pas aduler autant les gens et faire comme si de rien n'était. Ces mecs-là gagnent des millions, voire presque des centaines de millions d'euros pour faire pas grand-chose finalement et pour ne pas véhiculer beaucoup de messages. Tu vois. D'ailleurs, on est super content de bosser enfin, de faire des collabs avec le LOSC, tu vois, Olivier Létang, c'est un mec vraiment qui s'engage et tout, et ils sont en train de faire bouger les codes Ouais. du foot. Et ça, c'est un putain de plaisir pour nous de voir ça. Donc, on essaye aussi de pousser pour que ça bouge à ce niveau-là. Donc, le sport de demain, je le vois pas comme aujourd'hui dans ce sens financièrement. Je le vois pas aussi déséquilibré. Euh, et j'imagine qu'il y aura des compétitions qui seront un peu plus localisées, un peu plus digitalisées, j'imagine, avec moins d'empreinte carbone. Après, il faut voir comment l'aéronautique évolue aussi. Enfin, il y a tellement de choses, il y a tellement de facteurs à prendre en Il y a compte. beaucoup de C'est paramètres. difficile de se Ouais. projeter quand même. Et puis surtout, il y a un énorme décalage entre quand on est obligé de le faire, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. On n'est pas contraint pour l'instant à bouger les codes du sport. Il n'y a pas 2 degrés de plus sur la planète aujourd'hui. Donc les flux de personnes n'ont pas commencé à se faire. Donc on n'est pas encore dans les Ouais. guerres, quoi. Mais ça va peut-être arriver. Donc tant qu'on reste,
Ouais, mais pas encore. Donc, tu vois, ton sport de demain, pour moi, dans 5 10 ans, on se parle aujourd'hui, on se parle demain, ça sera pareil. Par contre, 20 30 ans, là, ça sera sûrement différent, quoi. Pour moi, il y aura un tournant en quelques mois, quelques années, soudainement vers, je sais pas, dans 20 30 ans. J'estime que ça se passera à ce moment-là, pour Ok. le sport. Merci beaucoup Pierre-Ambroise pour cet échange autour du sport et de l'environnement, de la consommation et la production durable. C'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et je te souhaite bonne chance pour les Jeux. Merci beaucoup. À plus, Mickaël. À bientôt. Et pour la deuxième partie de cet épisode, je reçois Anna Grill, vice-présidente du World Cleanup Day France. À quelques jours de l'édition 2023, Anna Grill nous parle de ce que fait l'association et de son rôle dans la réduction des déchets issus de notre consommation et de notre production. Bonjour Anna. Bonjour. Depuis 2017, l'association World Cleanup Day France nettoie nos rues, nos parcs et nos rives. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les missions de l'association ? Alors, je commencerai par préciser que ce n'est pas l'association, mais ce sont vraiment toutes les personnes, les structures qui organisent des opérations de nettoyage lors du World Cleanup Day, qui nettoient les rues. Le but de l'association est vraiment de porter en fait ce mouvement, d'en faire la promotion, de le faire connaître au plus grand nombre et d'inciter un maximum de citoyens, d'écoles, d'entreprises, de collectivités et d'associations, bien sûr, à participer à cette opération mondiale. Ok. On en parlait dans la première partie de cet épisode avec Pierre-Ambroise Boss qui organise un événement de ramassage à Lille cette année, un plugging géant en quelque sorte. Combien de ramassages de déchets sont prévus sur cette journée en 2023 en France ? Alors, combien de ramassages sont prévus ? Les chiffres évoluent encore tous les jours puisque tous les organisateurs d'opérations sont invités à enregistrer leur clean-up sur la carte des clean-up qu'on retrouve sur le site internet worldcleanupday.fr. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 1100 et quelques. Le chiffre monte tous les jours. Ce que l'on sait, c'est que sur les quelques dernières éditions, nous avons réussi à avoir enregistré sur cette fameuse carte jusqu'à 2500 opérations. On considère malgré tout qu'il y en a plus qui sont organisées puisqu'on sait de retour terrain qu'un certain nombre d'opérations ont lieu sans avoir été enregistrées sur la carte. Donc on estime chaque année en fait dans notre bilan un nombre plus important de clean-up organisés sur la base des retours terrain. Et est-ce que ce chiffre est croissant depuis la création du World Cleanup Day ? Alors évidemment, il y a la crise Covid qui est passée par là. Oui, Donc entre la première édition et la deuxième, oui, bien sûr, il y avait eu une augmentation. Évidemment, 2020 a mis un gros coup de frein à la mobilisation. Mais paradoxalement, nous avons d'une part réussi à maintenir le World Cleanup Day même en 2020 et en 2021, mais forcément avec des chiffres de participation qui étaient en baisse, parce qu'on était globalement sur autant d'opérations, mais moins de participants par opération. Donc on est effectivement dans une dynamique un petit peu plateau. Et notre enjeu cette année, c'est de faire exploser les chiffres. Donc l'année dernière, nous étions à 2500. Nous espérons bien monter, voire franchement monter ce nombre. Donc encore une fois, si vous organisez une opération de nettoyage aux alentours du World Cleanup Day, c'est-à-dire autour du 3e samedi de septembre, pensez à enregistrer votre opération sur la carte et à faire monter ces chiffres. C'est dit. Est-ce que vous arrivez à quantifier le poids des déchets ramassés chaque année ? Bien sûr, nous demandons une remontée à tous les organisateurs, une remontée de bilan. Alors, en premier lieu, une remontée surtout sur la mobilisation, puisque ce qui nous est particulièrement important, c'est combien de personnes ont été mises sur le terrain, mises en action et également sensibilisées par l'opération. Donc, on demande dans un premier temps le nombre de participants et dans un second temps, effectivement, un bilan plus complet avec les quantités de déchets par catégorie. Donc, on a pareil des chiffres assez consistants depuis quelques années, autour de 1000 tonnes de déchets. Donc 1000 tonnes, il faut quand même savoir que ça correspond à une cinquantaine de camions poubelles, à 200 éléphants, et on peut faire un dernier parallèle, environ 7 baleines. Donc on est quand même sur des quantités qui sont assez considérables. Et ce chiffre évolue favorablement ou plutôt à l'inverse ? Alors,
Pas forcément. Maintenant, il y a beaucoup de critères qui vont influencer ce chiffre et c'est pour ça que c'est pas forcément notre indicateur clé. Ouais. On préfère vraiment se focaliser sur la mobilisation. D'une part, parce que effectivement, est-ce qu'on arrive à voir une diminution des déchets? Ça reste difficile à évaluer. Et surtout, potentiellement, si les clean-up organisés sont de plus grande ampleur, prennent en structure, en assurance, ben, forcément, on va ramasser plus de déchets. Il faut savoir que malgré tout, même si la quantité paraît considérable, elle est négligeable par rapport aux 1 million de tonnes qui sont évaluées selon les statistiques que publie Gestes Propres chaque année. 1 million de tonnes de déchets abandonnés dans la nature, dans les rues, dans les villes. Ouais, Euh, c'est beaucoup on en trop. est encore bien loin à travers des opérations de nettoyage. Une D'accord. opération de nettoyage a surtout vocation en fait à sensibiliser avant même de retirer des déchets de la nature. D'accord. Revenons au plugging, justement. Nous en parlions, cette façon de ramasser les déchets en courant, qui se développe beaucoup depuis quelques années, montre que le sport peut être un allié à la cause environnementale. Est-ce que vous y êtes attentif chez World Cleanup Day? Mais très, très attentif pour plein de raisons. D'une part parce que le sport, pour commencer par le côté un petit peu obscur de la question, le sport en fait génère une Complètement. certaine quantité de déchets à travers surtout toute la partie événementielle. Donc il y a vraiment une nécessité de tous les clubs sportifs, de toutes les initiatives autour du sport à se sensibiliser, à se mobiliser pour diminuer les déchets à la source. On va en reparler. Mais derrière ça, en fait, il y a plein d'autres éléments qui lient notre organisation et notre action au sport. Le sport, c'est en particulier le sport d'équipe, c'est le vivre ensemble, c'est l'esprit collectif. C'est aussi, donc voilà, c'est donc mettre en place des actions qui ne nous concernent pas, nous et notre propre santé. Il y a vraiment cet esprit-là dans le sport. Il y a également cette notion de dépassement de soi, de remise en question. Quand on est dans une pratique sportive intensive, on va être dans la recherche du dépassement de soi. Se baisser, ramasser un déchet qui est pas sien, c'est un dépassement de soi aussi. Donc moi, le parallèle, je le vois de façon naturelle et absolument évidente. Et un dernier point, quand on prend soin de soi à travers le sport, je pense qu'on a une propension plus importante à être sensibilisé à la notion de prendre soin de la nature. C'est Si on vrai. est proche de sa nature, on prend soin de notre corps, on aura une facilité à prendre soin de la planète, je pense, plus importante. C'est vrai. Cet épisode est consacré à l'objectif de développement numéro 12 sur la consommation et la production responsable. C'est un des ODD sur lesquels l'association œuvre. Quel conseil peut donner le World Cleanup Day pour réduire la quantité de déchets liés à la consommation, justement, sur les événements sportifs? Alors, de façon générale, l'association World Cleanup Day France porte un message connexe à la notion de ramassage de déchets depuis la première édition. On parle de mieux produire, mieux consommer, mieux et moins jeter. Ça, c'est D'accord. vraiment notre motto autour de voilà, nettoyons la planète. Il y a vraiment cette notion de nettoyons la planète pour prendre conscience du fait que tous ces déchets-là viennent de nos modes de consommation. Donc on est vraiment dans cette invitation-là. Et si je dois faire vraiment un focus sur les événements sportifs, mais ce seraient les événements festifs de façon générale, il y a énormément de solutions maintenant qui existent, qui nous permettent d'aller vers du réutilisable plutôt que d'utiliser des contenants jetables. Évidemment, mettre en place un tri, ça paraît évident, c'est très loin de l'être encore sur beaucoup d'événements, et en particulier d'événements sportifs. Et au-delà de ça, je dirais que vraiment chaque événement sportif, encore une fois, du fait de cet ADN commun entre le fait de prendre soin de soi, prendre soin de son corps et prendre soin de la planète, c'est vraiment une plateforme géniale pour faire de la sensibilisation. C'est vraiment, en fait, tous ces événements sportifs sont autant d'occasions en soi d'aller sensibiliser les personnes présentes, les participants, les sportifs et leurs familles à toutes les notions de réduction des déchets, de tri, etc. Ok. Dernière question, Anna. Comment adhérer à l'association? Qui peut y adhérer et pour y faire quoi? Dis-nous tout. Alors, peuvent adhérer les citoyens Oui. pour la modique somme de 5 €. Donc, Ouais. c'est normalement pas ça qui devrait faire un gros trou dans le budget annuel. Cette adhésion est vraiment symbolique, mais malgré tout, si on cumule les adhésions, on arrive à des montants qui nous permettent
entre autres, de faire fonctionner notre association. L'association a aujourd'hui 2 salariés et 2 alternants. Il faut bien évidemment payer ces salaires, plus les frais de fonctionnement de l'association. Bien sûr. Sachez également qu'en tant qu'entreprise et en tant que collectivité, vous pouvez adhérer. On a maintenant depuis 2 ans mis en place ça, parce que c'était une demande de collectivité d'entreprise qui voulait vraiment faire partie du mouvement. Donc il y a cette possibilité-là en fonction du nombre de salariés, du nombre d'administrés, enfin de concitoyens. Et ensuite, comment s'impliquer dans l'association? Tout un chacun peut devenir ce qu'on appelle ambassadeur, c'est-à-dire être vraiment porteur du message de l'association sur un territoire donné, dont la taille est au choix de l'ambassadeur, c'est-à-dire ça peut être au niveau d'une ville, au niveau d'une intercommunalité, au niveau d'un département, d'une région. C'est vraiment, le scope est complètement ouvert et large. Et c'est vraiment, voilà, les ambassadeurs sont nos voix dans les territoires, nos relais de motivation, de mobilisation, de communication. Donc être ambassadeur, c'est une première façon vraiment hyper concrète et très active de faire partie de l'association. Et toute personne peut également rejoindre ce que j'appelle le cœur battant de l'association, le conseil d'administration, le réseau de bénévoles proches de ces instances-là un peu officielles, mais on peut vraiment venir aider l'association avec ses compétences sur plein de volets, la communication, la recherche de financement, la mobilisation, l'universalité. Il y a vraiment plein de sujets sur lesquels tout un chacun peut venir apporter ses compétences à l'asso. Merci beaucoup Anna pour tes réponses. Bravo pour tout le travail effectué par l'association et bon courage pour la prochaine édition. Pensez à enregistrer vos clean-up et surtout organiser un clean-up, que ce soit en groupe avec votre club ou seul avec votre chien. Vraiment, tout le monde peut participer, c'est hyper simple. Rendez-vous sur le site worldcleanupday.fr. Et merci beaucoup pour ce temps de partage. À très vite. À très vite. Et voilà, c'est la fin de cet épisode consacré au lien entre le sport et la consommation et production responsable. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à votre entourage et à aller le noter sur les plateformes d'écoute et notamment sur Spotify et Apple Podcast. Cela permettra à notre série de gagner en visibilité et surtout de sensibiliser le plus grand nombre. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Ensemble, engageons-nous pour un sport durable. Portez-vous bien et à très vite.